Le congrès de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale s'est tenu à l'ambassade de Roumanie à Paris du 10 au 12 mai 2018. Plus de 700 participants ont assisté aux conférences plénières et pris part aux divers ateliers. La première journée commença par un office à la mémoire de tous les défunts de la métropole roumaine que présida le métropolite Monseigneur Joseph. Le diacre dit « Béni Maître ». Le métropolite prononce la bénédiction initiale suivie de l'hymne pascal. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Ce chant est repris en plusieurs langues. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to those in the tombs he has given life. Christos anesti necron thanaton patisas keptis etis mimasi zoi harisamenos. Sfinte Dumnezeule, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain essentiel. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le métropolite Joseph ouvrit les travaux du congrès par un chaleureux discours de bienvenue aux congressistes. Vos éminences, excellences, chers révérends pères, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour le congrès de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale
qui comprend les 3 diocèses, l'archevêché de l'Europe occidentale qui a le siège ici à Paris, l'évêché orthodoxe roumain d'Italie, le siège à Rome, et l'évêché orthodoxe roumain d'Espagne et de Portugal qui a le siège à Madrid. Cette année, nous fêtons, nous commémorons les 165 ans depuis le commencement de on peut dire, de la vie paroissiale orthodoxe ici à Paris. Ce n'est pas les années qui sont importantes pour nous, mais surtout le travail pastoral qui a été fait ces dernières années, surtout ces dernières 10 années. Il ne faut pas oublier aujourd'hui les paroles du Seigneur quand nous pensons à notre travail, à notre mission d'évêques, de prêtres, de diacres et de fidèles, de chrétiens fidèles de l'Église. Les paroles du Seigneur qui disent « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai envoyé dans le monde pour porter des fruits surtout. » Merci à tous. Christos enviat. Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, s'adressa à son tour aux congressistes. Éminence, Excellence, chers frères, Monsieur l'ambassadeur, Madame le ministre, Monsieur l'ambassadeur, chers frères et sœurs, chers amis, le Christ est ressuscité. Christos enviat. Au nom de mes frères les évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, connus comme AOF ici en France, je souhaiterais vous apporter à vous tous la bienvenue dans notre capitale pour cet important congrès de votre métropole, la métropole roumaine en Europe occidentale et méridionale. Et j'aurais voulu aussi tout particulièrement féliciter son éminence le métropolite Joseph pour l'excellente et fraternelle, de tous les sens du mot, collaboration que nous avons depuis mon arrivée ici, voici, il y a 15 ans. Votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de la vitalité de l'orthodoxie roumaine en Europe occidentale. La piété et ferveur qui sont les vôtres n'ont pas de frontières. Et la forte progression de l'orthodoxie roumaine en France, par exemple, on est à elle seule le témoin. La présence ancienne de votre Église a marqué, avec les autres composantes de l'orthodoxie, le paysage religieux de ce pays. La laïcité, qui paradoxalement éloigne le religieux du politique, permet aussi l'accroissement de l'orthodoxie. Une société sécularisée ne veut pas dire pour autant une société qui ne permet pas à la fois de grandir et de progresser. Bien au contraire, le défi de la laïcité nous oblige en tant qu'orthodoxes à nous penser autrement, à nous présenter autrement, à parler autrement, mais toujours dans la fidélité de la tradition de notre Église. Je le dis toujours que ce qu'on doit être était référé déjà dans l'épître à Diognète, où le chrétien vit dans le monde, mais n'est pas du monde. Je crois davantage qu'il est important d'insister sur le respect et l'esprit de la collaboration
qu'animent aujourd'hui les différentes composantes de l'orthodoxie en France. Et votre présence et votre collaboration déterminante, tout comme ma présence aujourd'hui parmi vous, est un signe à la fois de communion et d'ouverture. Je dois dire combien nous sommes vraiment redevants à sa béatitude le patriarche Daniel de Roumanie. Je peux dire un ami, puisqu'on se connaît depuis le temps où on était tous les deux laïcs quand il était à Genève. Et je le vis il y a presque 2 mois. Et on a parlé aussi de cette collaboration fructueuse de nos paroisses en Europe occidentale. Vous savez que l'orthodoxie traverse et traversera encore des moments difficiles. Nous avons besoin de vos prières et nous avons besoin aussi de rester ensemble, unis. Nombreux sont aussi les chantiers sur lesquels nos églises ont besoin d'œuvrer ensemble. Le témoignage du christianisme n'est jamais isolé. Il est l'expression de la communion de Dieu avec l'humanité et la communion de l'Église. Pour clore cette modeste intervention, je souhaiterais vous rappeler ces paroles tirées du message du Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe. L'Église exprime son unité et sa catholicité dans le Concile. Sa conciliarité façonne son organisation, la manière par laquelle elle prend des décisions et la détermination de son destin. Cette conciliarité prend une dimension tout à fait particulière dans la diaspora, et notamment au travers des assemblées épiscopales, comme en témoignent les travaux de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. La diaspora est devenue le lieu où la conciliarité de l'orthodoxie est vécue au quotidien et inspire jusqu'à dans les travaux de nos églises mères respectives. Merci beaucoup et merci à votre attention. Monseigneur Silouan, nous nous sommes vus la dernière fois au grand concile pan-orthodoxe en Crète, auquel vous avez participé. Et puis évidemment, il y a toutes ces années de vos études à Saint-Serge. Et c'est toujours une joie de se rappeler que sont devenus nos étudiants, les étudiants comme vous qui êtes aujourd'hui l'évêque du diocèse roumain de l'Italie. Et donc, le troisième élément de cette métropole d'Europe occidentale qui, aujourd'hui, se réunit dans sa fête biannuelle. Et c'est évidemment pour nous aussi une raison de nous informer sur la vie d'une des églises orthodoxes principales en Europe occidentale. Et sachant que vous avez maintenant déjà une expérience de pasteur, d'évêque, quelles, d'après vous, seraient les particularités de la vie de l'orthodoxie en Italie par rapport aux autres pays? L'Italie, pour nous, les Roumains, je dirais, est le pays où il est le plus facile de s'intégrer. Ah oui. Par rapport à la langue surtout, et aussi à la mentalité, parce que... La mentalité latine. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'un paysan de la Roumanie, Badea Cârțan, on l'appelait, le monsieur Cârțan, qui est arrivé à Rome au début des années 1900. 1904, 1906, il est allé à pied 2 fois à Rome.
depuis la Transylvanie. Kırça est un pays pas loin de chez moi, de Sibiu, en Transylvanie. Et il a raconté, en retournant, que les Italiens parlent une langue roumaine un peu dégénérée. C'est comme ça pour les Roumains, quand on va en Italie, on a l'impression que c'est un roumain un peu un dialecte de la langue roumaine qui est un peu différent, mais qui est facilement compréhensible. Mais il y a aussi le côté, je dirais, une facilité pour nous, parce que la communauté catholique locale est très chaleureuse, très ouverte, très disponible. Dès le début, elle a accueilli et soutenu nos communautés et elle nous a beaucoup aidés, elle nous aide beaucoup avec des églises qui sont données toujours, sans exception, en commodat gratuit. On les met à votre disposition pour pouvoir y célébrer? Pour célébrer en exclusivité dans la plupart des cas, Oui. pour 20 ans, 25 ans, ou pour 30, ou pour 40, ou pour 99 ans. Donc, cette opportunité, je dirais, a joué un rôle important dans le développement de ce que c'était la communauté roumaine il y a 20 ans, parce qu'on fête les 20 années depuis la restructuration de notre archevêché, donc 17 ans depuis le commencement de notre métropole. Il y a 20 ans, il y avait 30 paroisses. Il y avait 30 paroisses dans toute la métropole. Il y avait 8 paroisses en Italie. 8 paroisses. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu et avec le travail des prêtres et de leurs femmes qui sont beaucoup impliqués dans la vie de la catéchèse, l'éducation des enfants, on a 262 paroisses et chapelles qui sont desservies par 263 prêtres. 260? 63 prêtres, oui. Magnifique. Et puis il y a une quinzaine de diacres. Et on a 130 filiales paroissiales où on célèbre en semaine le soir. On ne peut pas célébrer le dimanche l'Eucharistie parce que c'est des petites communautés. Les gens viennent à la paroisse le dimanche. Mais on se déplace dans les petits villages où il y a une centaine de Roumains. Parce qu'il y a beaucoup de villes où le nombre de Roumains dépasse 1000 personnes. Et donc, on a 130 communautés, petites communautés où on fait une catéchèse jeudi soir ou samedi soir ou vendredi soir. Un acatiste, on fait une catéchèse, on célèbre des vêpres et on porte la communion, par exemple, aux malades ou aux enfants qui ne peuvent pas être portés le dimanche à l'église. Et on entretient un peu un lien avec l'église. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que vous voudrez un peu améliorer? Malgré le nombre qui peut sembler impressionnant pour un évêché de diaspora, l'impact pastoral sur la communauté romaine en Italie qui dépasse 1 500 000. 1 million? 1 500 000. Oh là là! Il faut continuer à développer une pastorale de proximité, une pastorale qui n'est pas un critère comme le critère actuel qui est quelque part douloureux pour moi, de envoyer un prêtre là où il y a au moins 1000 personnes. On a encore des villes où on a plus de 1000 personnes, 1000 Roumains présents dans la localité. Il n'y a pas encore de prêtre? Pas encore un prêtre. Ah oui. Mais on a commencé aussi des paroisses là où il y a un peu plus de 500. Mais en dessous de 500, où il y a 300, 200, ils sont comme punis. Parce que, oui, on a les filiales. Oui. Donc, il y a ce travail. Et puis, il y a le travail de la catéchèse, de l'éducation des enfants, qui est loin d'être suffisant. Parce que dans l'école italienne, dans l'année scolaire 2017-2018, il y a au moins 160 000 enfants d'origine roumaine. Au moins un de leurs parents est roumain. Est-ce que c'est des écoles confessionnelles en Italie ou c'est les deux? Il y en a aussi. Il y a des écoles confessionnelles, mais la plupart des enfants vont dans l'école publique. Publique, oui. Qui, elle, est
neutre. Elle a des cours de religion tenus par des catéchètes de l'Église catholique qui a quand un même. concordat avec l'État Ah voilà, c'est le italien. concordat. Oui. Nous sommes en train de demander, on est à la fin pratiquement de la pratique de reconnaissance, de la reconnaissance de la part de l'État italien comme culte en Italie, en ayant déjà obtenu en 2011 la reconnaissance du point de vue juridique en Italie par le décret du président de la République italienne. Et après cette forme de reconnaissance qui s'appelle intesa, l'entente entre l'État et le diocèse orthodoxe roumain d'Italie, nous espérons pouvoir obtenir, nous avons stipulé dans ce texte qui a été élaboré entre une commission interministérielle du gouvernement italien et une commission de l'évêché, nous espérons obtenir le droit d'avoir accès aux enfants orthodoxes dans les écoles, pouvoir envoyer un catéchète pour qu'il rencontre ses enfants durant les cours optionnels et qu'on puisse avoir la possibilité de les rencontrer, de travailler là-bas. On a des écoles dominicales, des écoles de dimanche pour les enfants. On essaie de faire un travail avec eux et d'organiser des camps d'été. Par exemple, l'été dernier, nous avons eu 24 camps d'été. On a eu à peu près 2000 enfants qui ont participé à ces camps, organisés par les paroisses, par les doyennés, parce que nous avons 20 doyennés dans toute l'Italie. Parce que les distances sont trop grandes. Et comme ça, on s'est calqué sur les régions d'Italie. Oui. Et nous espérons avoir plus de camps, chaque année de plus. Mais tous ces enfants, ils doivent être assistés. Et puis il y a malheureusement beaucoup de malades qui arrivent de la Roumanie, beaucoup d'enfants malades de cancer ou de leucémie, qui arrivent dans les hôpitaux italiens sans pouvoir parler l'italien, ni eux, ni leurs parents. Il y a malheureusement beaucoup de Roumains dans les prisons de l'Italie, que nous essayons d'assister aussi. Et on le fait, disons, par la bienveillance des directeurs des prisons, mais nous n'avons pas un droit garanti par une loi, comme ça sera après l'entente plénière avec l'État italien. Donc tout ça, disons, déjà, il y a plusieurs directions où on pourrait améliorer. Dans toutes ces directions, vous avez mentionné les catéchètes dans les écoles. Comment vous faites pour les former? Heureusement, ils sont pas mal d'entre eux déjà formés parce que c'est les femmes de prêtre souvent étudiaient théologie en Roumanie. Et puis... les femmes de prêtres étaient étudiantes en théologie. Oui, étudiantes en théologie. Et puis, il y a le centre Dumitru Stăniloae de France, le centre métropolitain de la formation continuelle, soit pour le clergé que pour les laïcs. Donc là aussi, on fait ce travail. On voit que c'est très vivant, Monseigneur. Mille merci. Je vous remercie. Et nous demandons vos saintes prières. Que Dieu nous aide tous et prions les uns pour les autres parce que nous avons beaucoup besoin. Nous aussi, Monseigneur. Merci mille fois. Merci à vous. Père Jean Boboc, on sait que vous êtes le président du Centre orthodoxe d'études et de recherche Dumitru Stăniloae auprès de la cathédrale roumaine de Paris, mais vous êtes aussi quelqu'un que nous avons pris l'habitude d'appeler la conscience bioéthique de l'Église orthodoxe. Et il n'est donc pas étonnant que votre intervention s'appelle les défis bioéthiques, sujet que vous avez traité notamment dans ce livre récent, Le transhumanisme décrypté. C'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Quels sont ces défis? Le transhumanisme, il nous prépare au passage d'un humanisme à un autre. Si tant est que nous vivions encore dans un humanisme. C'est un changement fondamental de l'homme, c'est-à-dire de ce qui est encore humain dans l'homme. Au XXe siècle,
nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle l'ère postmoderne. Maintenant, il s'agit d'un monde sans l'homme, c'est-à-dire d'un homme coupé de ses origines, coupé de son histoire, coupé de sa génétique. On est dans le déni génétique, c'est-à-dire le déni existentiel. Alors il fallait écrire ce livre pour dénoncer, mais aussi expliquer d'où venait cette idéologie. Nous sommes en ce moment en France, pour prendre cet exemple, dans un moment des états généraux de la bioéthique en vue de préparer les futures lois de la bioéthique que le président Macron devra promulguer en janvier de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous parlons de l'édition du génome, c'est-à-dire la capacité que nous avons à éditer le génome de chacun. Ce qui ouvre la voie à une médecine nouvelle qui passe de la médecine de thérapie, celle des soins, à une médecine prédictive. Ce qui inclut naturellement toutes les exagérations qui peuvent se passer, toutes les dérives qui peuvent se passer sous le chapitre de l'eugénisme. Mon père, bien avant de devenir prêtre, vous êtes toute votre vie médecin. Et évidemment, vous parlez là non seulement en tant que prêtre, mais aussi en tant que médecin. Bien entendu. Mais est-ce que dans la médecine traditionnelle, jusqu'ici traditionnelle, il y avait des freins à tous ces phénomènes nouveaux? Il y avait d'abord le serment d'Hippocrate. Il y avait le décalogue. Tu ne tueras pas. Sous aucun prétexte, tu ne tueras pas. Quand je parle de bioéthique, je ne parle pas spécifiquement de ce qui se passe en France. Je parle à l'échelle européenne et même internationale. Mondial. Mondiale, puisque nous sommes dans la globalisation. Eh oui. Et n'oublions pas que c'est un des phénomènes, ou un des épiphénomènes de la globalisation. Ça commence par la chose la plus simple, la cellule sociétale primaire, la famille. Ce qui était des valeurs était quelque chose de fixé et de documenté depuis 2000 ans. Et aujourd'hui, vous avez des valeurs qui ne sont que des moyens pour aller vers d'autres choses. On posait récemment la question à l'église orthodoxe roumaine à Bucarest. Est-ce qu'une femme avec 2 enfants est une famille? Une famille monoparentale? La réponse était non. C'est aujourd'hui quelque chose que vous voulez appeler famille, mais ce n'est pas une famille. Non. Une famille, c'est un homme, une femme, et si possible des enfants. Point. Donc je ne suis pas loin de penser qu'aujourd'hui, la bioéthique soit devenue un alibi, un nuage. Mon père, je pense que vous allez provoquer une discussion intéressante parce que ça concerne quand même tout le monde. Mille merci, père. Je vous remercie aussi. Merci. La deuxième partie de cette émission vous sera présentée lors de notre prochaine diffusion. Qui a